Mesdames, Messieurs, après un très bon déjeuner, on vous invite à nous rejoindre dans un excellent panel qui va traiter des opportunités à développer au niveau du commerce afin de tirer parti de la SDCAF et construire des ponts industriels et technologiques pour un avenir interconnecté prospère. On va parler du cadre d'industrie des composants automobiles. Modération va être faite comme d'habitude d'une excellente main de notre ami Amel Maghirbi. Et donc, je vous souhaite un excellent panel et on reste à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, cher Lida. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au deuxième panel de la 7e édition de FITA 2024. Alors, commençons par le commencement. La ZLECAf. C'est avant tout un marché de 1,3 milliard de consommateurs avec un PIB cumulé de 3,4 trillions de dollars et un potentiel d'accroissement d'exportation intra-africaine allant jusqu'à 81% en 2035. En mai 2023, nous avons démontré que cette zone ou cet accord n'est plus un concept abstrait ou juste une bonne idée dans les têtes. Lancement de l'initiative du commerce guidé par secrétariat de la ZLECAf et l'échange commercial avec les avantages de cet accord est devenu une réalité concrète et opérationnelle dans beaucoup de pays. Alors, la Tunisie, un des 8 pays pilotes pour cette initiative du commerce guidé, en juin 2023, c'était vraiment dans cette salle pendant FITA 2023, on était très heureux d'annoncer les 2 premières exportations de la Tunisie dans le cadre de la ZLECAf vers le Cameroun. Aujourd'hui, juin 2024, la Tunisie est à sa 80e exportation avec certificat d'origine ZLECAf. 19 entreprises tunisiennes ont utilisé cet accord pour bénéficier d'une réduction tarifaire variant entre 0,5 à 9%. Les secteurs d'exportation jusqu'à maintenant sont les produits chimiques, matériaux de construction, agroalimentaires, câbles électriques. Les pays de destination, Cameroun, Ghana, Tanzanie, Côte d'Ivoire, les îles Maurice, Guinée équatoriale et Nigeria. Grâce à cette suspension progressive des 97% des droits de douane sur les biens, la ZLECAf sert de cadre pour stimuler le commerce intra-africain et développer les chaînes de valeur intra-régionales. On estime que la libération des droits de douane à elle seule augmentera le potentiel du commerce intra-africain de plus de 17 milliards d'euros. La mise en place d'un marché unique doté d'un cadre réglementaire clair et solide dans les 54 pays signataires sera l'occasion de développer des nouvelles chaînes de valeur régionales avec un énorme potentiel supplémentaire pour accroître le commerce à valeur ajoutée à l'emploi. C'était un avant-goût, une introduction de mon côté et on aura l'intégrale de notre panel pour pouvoir en discuter en profondeur. Et pour cela, nous avons avec nous mes honorables invités, intervenants. Je commence par M. Lazhar Bennour, le directeur général de la coopération économique et commerciale du ministère du Commerce et du Développement des exportations et le coordinateur du comité national ZLECAf en Tunisie. Marhaba. Monsieur Bachassi Kachali, directeur du commerce extérieur et négociateur en chef ZLECAf du Togo et représentant du comité national ZLECAf togolaise. Bienvenue. Monsieur David Kofai, le CEO de la fameuse association African Association of Automotive Manufacturers, AAM comme on l'appelle ici. Bienvenue. Madame Lamia Forati, membre comité directeur Tunisian Automotive Associate, le TAA. Monsieur Leno Epelsmey, si je prononce bien le nom, le directeur Afrique du Nord de l'association African Varine. Bienvenue, chers panélistes. Je commence par vous, Monsieur Lazhar, pour un peu meubler le décor et nous donner un update par rapport à la ZLECAf. On en a eu jusqu'à maintenant. J'ai déjà avancé quelques chiffres sur l'initiative guidée et on aimerait bien avoir les orientations stratégiques de votre côté.
Merci beaucoup et je suis très content. Ça fait une année, comme vous dites, qu'on a annoncé le début de la délivrance des certificats d'origine pour les exportateurs tunisiens dans le cadre de la ZLECAf. Dans ce speech introductif, je retiens un mot-clé pour l'avenir de l'Afrique. C'est la valeur ajoutée. Lorsqu'on dit valeur ajoutée, on dit des secteurs qui vont créer la richesse, qui vont créer de la valeur pour le continent. Parce que le continent africain, après avoir souffert énormément de la colonisation, il a souffert d'un manque de visibilité pour transformer ses richesses, pour créer de la valeur. On est le seul continent au monde qui n'a pas, durant des décennies, qui n'a pas essayé de créer de la valeur. Mais à travers cet accord, tous les responsables africains sont conscients qu'il faut créer de la valeur. Comment créer de la valeur? Créer un marché unique. Mettre en place un principe de cumul d'origine, c'est-à-dire faire intégrer l'industrie africaine, intra-africaine, sous forme des secteurs qui vont créer la richesse, qui vont donner de l'espoir aux jeunes Africains pour ne pas quitter le continent et aller faire des aventures en dehors du continent. Donc, la ZLECAf, maintenant, on est dans une phase cruciale qui va dépasser un cadre classique de cadre qui régissent les relations commerciales entre les pays, c'est-à-dire une zone de libre-échange normale, ce qu'on a maintenant avec plusieurs pays. Mais la ZLECAf, c'est plus qu'un accord de libre-échange. C'est un accord complet. C'est un accord, c'est vrai, il va démanteler les droits de douane, mais il va attaquer un aspect important, à savoir les services. Lorsqu'on dit services, on dit ressources humaines. Et lorsqu'on dit services, on dit le jeune Africain, qui ont la possibilité de créer, de faire de la création dans le continent et au sein de leur pays. Donc, ils vont apporter plus de la valeur. Autre chose, la ZLECAf, ce sont des mécanismes et des protocoles qui vont permettre aux pays membres d'en bénéficier pleinement de l'accord et qu'il y a cet aspect d'équité et que chaque membre, chaque État, il peut en bénéficier. C'est vrai, maintenant, dans l'état actuel, il y a des pays qu'on peut le qualifier de locomotives. Pratiquement ces 8 pays qui se sont bien intégrés dans cette initiative guidée proposée par le secrétariat de la ZLECAf et qui a dit, voilà, il faut accélérer la mise en œuvre de l'accord. Il faut que le citoyen africain sent réellement qu'il y a un changement. Donc, il faut accélérer l'implémentation de l'accord. Donc, la Tunisie, bien sûr, est parmi ces 8 pays qui veut jouer le rôle de locomotive et qui veut pousser les autres membres à y joindre. Autre chose par rapport à la valeur ajoutée et à la valeur, c'est le secteur clé objet de notre panel. Un secteur qui va être le pilier de l'industrialisation de l'Afrique, à savoir le secteur de l'automobile et des composants automobiles. C'est un secteur, c'est vrai, la Tunisie a commencé cette aventure, ça fait plus qu'une quarantaine d'années, et on est très fiers que ce secteur constitue un des piliers de notre économie, de notre exportation et de l'investissement extérieur venant en Tunisie. Mais en Afrique, il y a un potentiel extraordinaire pour, bien sûr, réaliser le rêve d'avoir une voiture 100% africaine en 2035. Plusieurs experts ils disent, voilà, c'est impossible, on ne peut pas y arriver, non. Oui, moi, je suis très optimiste. Par nature, je suis optimiste et on peut y arriver. Grâce aux pays leaders, aux pays qui ont des habitudes, qui ont des traditions dans cette industrie et qui pourront, bien sûr, faire et furtifier ce principe du cumul d'origine pour qu'on puisse faire notre voiture africaine aux horizons de 2035. Et bien sûr, ça va ouvrir beaucoup de choses et beaucoup d'espoir aux petits industriels qui sont partout dans le continent. Donc ces petits industriels, avant, ils font que la sous-traitance passive. Ils fabriquent pour le compte des grandes marques internationales, sans valeur ajoutée réelle.
sans création d'emplois pour les sortants des universités africaines. Maintenant, avec l'augmentation de la valeur ajoutée et la montée dans la chaîne de valeur, avec le principe du cumul d'origine, on peut donner espoir aux ingénieurs africains de rester chez eux et de créer de la richesse. Parce qu'une voiture, je parle avec des connaisseurs qui sont autour de moi, une voiture, c'est pratiquement 70%, c'est des recherches et développement, c'est-à-dire des compétences, c'est-à-dire de l'intelligence, c'est-à-dire des ingénieurs. Et nous, en Afrique, il y a plein de jeunes ingénieurs qui pourront faire ça. Donc si on va maîtriser ça, l'autre, ce sont des processus d'industrialisation qui sont à la disposition de tout le monde. Et on a vu, par exemple, en Asie, comment les Asiatiques, et notamment les Coréens et les Chinois, ont réussi dans un laps de temps très court à rejoindre les pays industrialisés et les pays occidentaux. En Afrique, on pourrait le faire grâce à cet accord de la ZLECAf. Et grâce à la volonté des décideurs africains et surtout grâce à ces associations. Et je suis très fier aujourd'hui de rencontrer quelques-uns parmi eux. Ils sont très enthousiastes. Et bien sûr, n'oublions pas, avec la coopération, et notamment la coopération de nos voisins, je dis bien nos voisins européens, et notamment, bien sûr, avec le soutien de nos amis allemands, on pourrait y arriver. On pourrait y arriver parce que la ZLECAf, vraiment, si on va régler quelques problèmes, notamment au niveau des règles d'origine, on pourrait y arriver et on pourrait fructifier très très bien ce principe du cumul d'origine. Merci. Merci à vous, Silas. Merci à vous, Yatik Saha. Merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. Je passe à Monsieur Bachassi, le chef de délégation. Nous sommes très contents cette semaine d'avoir accueilli la délégation togolaise, les représentants du Comité national du Togo qui sont en visite d'échange en Tunisie pour justement présenter le Togo, l'avancement de leur parcours par rapport à la ZLECAf et aussi apprendre de l'expérience de la Tunisie en ce qui concerne l'initiative du commerce guidé. Pour ça, je vous prie, monsieur, de nous présenter un peu l'avancement du Togo par rapport à l'initiative guidée, mais également par rapport à la mise en œuvre de la ZLECAf au Togo au niveau d'implantation industrielle et le secteur privé. Merci beaucoup, Madame la modératrice, et merci aussi pour cette opportunité que vous nous offrez pour vous présenter l'état de préparation du Togo dans le cadre de l'initiative du commerce guidé et aussi l'état de la mise en œuvre de l'accord ZLECAf au Togo. Et mon prédécesseur, le directeur général, parlait de la valeur ajoutée. Pour avoir de la valeur ajoutée, il faut l'industrialisation, il faut des industries pour transformer nos matières premières. Et je dirais que l'accord créant la ZLECAf, c'est un accord complet. Il faut le noter, c'est un accord complet parce que quand on parle d'industrialisation, ça veut dire qu'il faut de l'investissement. Et voilà, l'accord a prévu un protocole sur l'investissement pour encadrer cet aspect. Alors, avec l'industrialisation, on va créer. Et en créant, c'est la matière grise. Ça fait appel à quoi? Aux droits de propriété intellectuelle. Et il y a aussi un protocole pour encadrer cet aspect. Et lorsque nous produisons et nous vendons, certainement, en se retrouvant sur le marché, nous avons des concurrents. Et il y a aussi un protocole sur la concurrence pour encadrer cet aspect. Et voilà un autre aspect, le genre et les jeunes aussi. Il y a aussi un protocole pour ça. Donc, c'est un accord complet. Et lorsque le secrétariat de la ZLECAf a fixé la date du 1er janvier 2021 pour le démarrage des échanges, au 1er janvier, janvier 2021, on s'est rendu compte que les échanges tardent à démarrer. Et c'est pourquoi le secrétariat de la ZLECAf a initié ce que nous appelons l'initiative du commerce guidé, avec 8 pays champions, dont la Tunisie, qui a fait ses preuves. Tout le monde le sait dans la salle. Voilà.
Mais en 2023, vous-même, vous savez que le thème de l'année 2023 au niveau de l'Union africaine, c'est l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Et au regard de ce thème, le secrétariat de la ZLECAf a élargi les pays participants à l'initiative, les 8 là, aux autres pays. Et c'est en ce moment que notre pays a profité pour manifester son intérêt pour participer à l'initiative du commerce guidé. Et pour participer à l'initiative du commerce guidé, il y a des conditions. Est-ce que le Togo est bien préparé pour participer à l'initiative? Je verrai. La première condition, c'est de signer l'accord et le ratifier. Le Togo l'a signé et a déposé ses instruments de ratification le 2 avril 2019. D'une partie, le Togo est un peu près. Après la signature, il faut mettre en place un comité national ZLECAf. Le Togo en a créé et c'est une délégation de ce comité qui est là présent ici. Après, il faut aussi élaborer une stratégie nationale ZLECAf. Le Togo aussi a élaboré sa stratégie en 2019, en octobre 2019. Il faut aussi déposer ces listes de concessions tarifaires. Le Togo en a déposé. Et il faut aussi notifier les spécimens de signature et de cachet des autorités habilitées à signer les certificats d'origine. Le Togo en a fait. Et il faut enfin publier la liste de concessions tarifaires. À ce jour, le Togo a déjà fait le paramétrage de cette liste de ces concessions tarifaires dans le système informatique douanier de notre administration douanière. Donc, actuellement, le gouvernement est en train de préparer l'acte qui va publier ces concessions tarifaires pour que les marchandises qui seront importées au Togo puissent bénéficier de la préférence ZLECAf. Donc, au vu de ces conditions, le secrétariat a accepté le Togo. Mais en dehors de ces conditions, qu'est-ce que le Togo a fait? Nous avons identifié les entreprises qui sont prêtes à échanger, à exporter dans le cadre de la ZLECAf. Et nous avons identifié 3 entreprises qui sont prêtes à commercer aujourd'hui si le Togo venait à publier sa liste. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Si aujourd'hui le Togo voudrait envoyer sa marchandise en Tunisie, la Tunisie va vouloir aussi envoyer sa marchandise. Mais à partir du moment où nous n'avons pas encore publié notre liste de concessions, ça veut dire que la Tunisie ne va pas bénéficier, mais nous allons bénéficier. Or, absolument. Permettez-moi de confirmer que le mot d'ordre, c'est pas seulement d'exporter, c'est d'exporter et d'importer. Le mot d'ordre, c'est vraiment l'échange dans les deux sens, surtout le continent africain. Oui, ce n'est pas seulement d'exporter, c'est aussi d'importer. Et peut-être que vous m'avez dévancé, nous avons sensibilisé le secteur privé dans ce sens. Pour leur dire, dans le cas de la ZLECAf, si vous commencez par importer, vous allez bénéficier de la préférence. Donc, les marchandises vont revenir encore moins chères pour vous. Voilà. Alors, je n'ai pas terminé. Allez-y, oui. Okay. Vous voulez poser une question? Ok. Alors, dans le cadre de cette initiative, nous avons eu à effectuer un voyage d'études au Cameroun. Vu que le Cameroun a fait des échanges dans le cadre de l'initiative de commerce guidé, nous avons effectué un voyage d'études pour nous inspirer, pour partager l'expérience camerounaise dans l'initiative du commerce guidé. Comment le Cameroun s'est pris pour pouvoir réussir ces échanges. Et je vous parlais des entreprises qu'on a identifiées. Une entreprise était prête à envoyer sa marchandise au Cameroun. Elle était prête, mais seulement que lorsque nous avons vérifié dans la liste de concessions tarifaires du Cameroun,
le produit que l'entreprise voulait exporter, ce produit est classé en catégorie C au Cameroun. C'est-à-dire que même s'il exporte, il ne pourra pas bénéficier de la préférence ZLECAf. Voilà. Ça aussi, c'est un aspect très important. Lorsqu'on veut exporter, il faut vérifier voilà, la classification du produit dans le pays de destination. Voilà. Donc, il y a les 3 entreprises. Il y a une qui fait la farine du maïs. C'est cette farine-là qui est classée en catégorie C au Cameroun. Autre entreprise qui exporte déjà au Maroc, cette entreprise fait de l'artichaut déshydraté. Une autre entreprise qui aimerait aussi exporter, elle fait du semoule de manioc. Voilà pour le truc. Alors, dans le cadre de cette initiative, après le voyage d'études au Cameroun, il vaut mieux aussi qu'on vienne en Tunisie et voir comment la Tunisie s'est prise pour pouvoir réussir ces échanges dans le cadre de l'initiative. Nous sommes arrivés, la Tunisie, vous l'avez évoqué, ça fait normalement 80 exportations. C'est un record et on aimerait voir quel est le secret. Quel est le secret? Ça, c'est l'objectif même de notre voyage d'études ici. Quel est le secret? Au Cameroun, on a vu la société qui a importé de la Tunisie vers le Cameroun. Donc, on aimerait rencontrer la société partenaire ici qui a exporté vers le Cameroun et voir des 2 côtés comment est-ce qu'on peut se prendre pour pouvoir, et à l'importation s'organiser. Alors, pour les activités dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, en 10 minutes, je ne peux pas tout expliquer, mais je vais peut-être nommer quelques activités phares en 3 points. Premièrement, les sensibilisations. Nous avons eu à sensibiliser le secteur privé, la société civile et l'administration publique. Il y a aussi les journalistes, les parlementaires que nous avons eu à sensibiliser sur les enjeux de la ZLECAf, que ce soit à la capitale ou à l'intérieur du pays. Ces sensibilisations ont été faites. Après l'étape des sensibilisations, nous sommes passés à l'étape des formations. Nous avons formé le secteur privé, la société civile et aussi le secteur public, surtout les douaniers. Vous n'êtes pas sans savoir que les douaniers sont au centre même de la mise en œuvre de la ZLECAf et surtout sur les règles d'origine, les conditions auxquelles les marchands doivent respecter pour pouvoir bénéficier de la préférence ZLECAf. Les douaniers ont été formés, et le secteur privé, les commerçantes aussi ont été formés sur ces conditions. Il y a aussi les TPME qui ont reçu des formations sur peut-être les instruments d'opérationnalisation de la ZLECAf, le fonds d'ajustement, le système panafricain de paiement et de règlement, etc. Après les formations, je vais terminer par les études. Nous avons eu à commanditer 2 études. La première étude qui porte sur l'identification des produits à fort potentiel d'exportation dans le cadre de la ZLECAf. Donc cette étude va nous permettre d'identifier les chaînes de valeur porteurs pour pouvoir permettre à notre secteur privé de se positionner sur ces chaînes de valeur au lieu d'être dispersé ou bien de se positionner sur une chaîne de valeur qui, au finish, n'est pas porteuse. Donc, cette étude va permettre à notre secteur privé de se positionner sur les chaînes de valeur identifiées comme étant des chaînes de valeur porteuses. La deuxième étude, vous savez, le Togo dispose d'un port en eau profonde. Au Togo. Nous avons le port
le port à eau profonde dans la sous-région ouest africaine. C'est notre port est le seul port à eau profonde. Et comment, à partir de cet avantage comparatif de notre port, allons-nous tirer profit de la ZLECAf? Nous avons commandité une étude d'impact de la ZLECAf sur l'économie togolaise, le cas spécifique du secteur maritime, pour voir dans quelle mesure, à partir de ce port, on peut tirer profit. Et cette étude est accompagnée aussi d'une stratégie de développement du transport maritime pour pouvoir tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Ces sensibilisations, formations, études ont été faites grâce à un certain nombre de partenaires, la GIZ, la CEA, le PNUD, que je salue de passage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kachi. Merci également pour cet avancement, ce dynamisme. Merci pour votre engagement pour la mise en œuvre de la ZLECAf ou d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf dans votre pays. Et vous êtes les bienvenus ici en Tunisie pour justement partager ensemble les secrets de réussite par rapport à l'initiative guidée. Maintenant, on va passer un peu de l'autre côté du continent. Monsieur Leno, le directeur de l'Afrique du Nord de l'Association économique germano-africaine, bienvenue également en Tunisie. Vous êtes venu spécialement pour FITA et pour le panel ZLECAf. Alors, je voudrais bien, si vous permettez, présenter brièvement votre association et on commence un peu les discussions par rapport à la valeur ajoutée de l'accord pour le marché africain. Comment vous voyez vraiment la valeur ajoutée de l'accord ZLECAf pour le marché africain? Merci beaucoup. Je commence par remercier toi, Amel, pour la modération. Et puis évidemment la GIZ et surtout le TABC pour l'organisation de cet important panel. Alors, je dois aussi excuser mon directeur général, M. Kangissa, que je remplace aujourd'hui, qui était censé venir, mais malheureusement il n'a pas pu venir à la dernière minute. Donc merci de pouvoir faire partie de ce panel. Alors, je représente l'association économique germano-africaine, Africa Verein, qui est une association économique qui regroupe environ 500 entreprises membres, majoritairement des entreprises allemandes, mais de plus en plus d'entreprises polonaises, françaises, européennes, bref, et aussi de plus en plus d'entreprises africaines. Et donc, notre mission, c'est de promouvoir l'investissement, le commerce entre le marché allemand d'un côté et les marchés africains de l'autre côté. Donc on incarne en fait ce pont entre les marchés. Et d'un point de vue allemand ou d'un point de vue du secteur privé allemand, je pense qu'il mérite de réitérer justement que la ZLECAf, sur laquelle les pays d'Afrique se sont accordés en 2019, est la plus grande zone de libre-échange au monde et un marché unique pour les biens et services de bientôt plus de 2 milliards de consommateurs, ce qui est énorme d'un point de vue allemand ou européen. Et je pense ça montre en fait lorsque les pays d'Afrique se mettent d'accord sur quelque chose, en fait c'est un acquis énorme, c'est un point qui pèse dans l'économie mondiale. Et donc finalement, l'Afrique était un continent très diversifié, avec des régions fragmentées, et continue de l'être aussi, politiquement, mais aussi et surtout économiquement, par exemple en termes d'infrastructures. Et je pense beaucoup d'entre nous l'ont vécu aussi en venant en Tunisie, puisqu'on a pu prendre des vols avec des escales, soit sur le continent, mais soit aussi à l'extérieur du continent. Donc en fait, pour longtemps, finalement, les conditions cadres pour l'échange économique panafricain, libre et équitable ont fait défaut. Et en fait, ça montre aussi, c'est montré aussi dans les chiffres, parce que dernièrement, le commerce intra-africain était limité à environ 15% du commerce total de l'Afrique, ce qui indique que la chaîne de valeur intra-régionale en Afrique est très faible par rapport à l'Asie, par exemple, par rapport à l'Asie, où elle se lève à environ 80%. Et donc, cet accord de libre-échange, la ZLECAf, a le potentiel de totalement changer en fait, cette donne, puisque c'est plus de 50 pays africains qui ont signé cet accord,
veulent supprimer plus de 90% des droits de douane dans le commerce des marchandises au cours des 5 à 10 années à venir. On a justement entendu cette actualisation très précieuse. Et du coup, le continent, par l'implémentation de la SLECAV, deviendrait aussi nettement plus attractif, à la fois en tant que marché de production, mais aussi en tant que marché de vente, y compris évidemment pour l'industrie automobile. Et voilà, donc y compris évidemment pour les entreprises européennes ou allemandes via des partenariats avec d'entreprises africaines. Donc marché de production plus attractif puisque cette zone de libre-échange donne accès aux environnements de production avec des avantages comparés considérables entre les pays africains, mais aussi marché de vente plus attractif puisque la zone ouvre beaucoup de marchés qui, à eux seuls, ont été considérés à être pas suffisamment intéressants pour, par exemple, marché de vente ou production d'un point de vue d'une entreprise européenne ou allemande. Et donc ça crée évidemment un potentiel énorme. Et pour nous, en tant qu'association économique qui, avec plus, comme je viens de le dire, avec plus d'entreprises membres africaines, il est clair que l'Afrique n'est pas seulement un marché de vente, mais aussi un lieu de production à travers tous les secteurs. Et à titre d'exemple, l'industrie automobile peut et veut contribuer à une industrialisation durable du continent, créer des emplois durables, contribuer au transfert de technologies. Mais il est clair que, d'une part, pour que cette valeur ajoutée qui est visée justement par l'implémentation de la SLECAV soit réellement explorée, les conditions cadres sur place doivent encore s'améliorer. L'implémentation de la SLECAV joue un rôle prépondérant, certes, et certains pays offrent, à titre d'exemple dans l'industrie automobile, des avantages fiscaux aux constructeurs automobiles qui produisent localement ou durcissent aussi les règles pour l'importation de voitures, par exemple en Côte d'Ivoire. Mais d'autre part, il faut aussi, et c'est aussi notre mission en tant qu'AfricaFine, en tant qu'association économique, il faut que nous nous engageons dans le dialogue avec le gouvernement allemand pour que les incitations publiques à l'investissement et au commerce s'améliorent aussi, afin de faciliter l'accès notamment des PME allemandes qui ont, comme vous le savez, un peu l'épine dorsale, entre guillemets, comme on dit en allemand, de l'économie allemande, pour qu'ils, justement, ont plus d'incitation pour investir réellement et de manière durable et contribuer ainsi à l'industrialisation africaine. Et du coup, si la SLECAV et l'infrastructure existante et future permettent de desservir des grands marchés régionaux, c'est-à-dire des marchés intégrés, avec l'investissement dans l'infrastructure qu'il faut, un tel modèle commercial devient évidemment beaucoup plus attractif et beaucoup plus probable. Donc voilà, juste en résumé, justement, ça a un potentiel énorme, y compris d'un point de vue du secteur privé allemand. Et il reste beaucoup de travail à faire pour toutes les parties prenantes, y compris notre association. Et d'ailleurs, un travail qui devient de plus en plus relevant dans le cadre de la SLECAV, puisqu'il faut de l'échange, non seulement sur le panel, mais aussi dans les cas concrets, plus de B2B, plus de B2G, etc., pour utiliser la SLECAV en tant que catalyseur pour l'industrialisation de ce continent. Merci Léno. Une autre question par rapport à ça, le rôle de l'industrie africaine, comment éventuellement on peut faire le pont? Comment faire le pont? Oui. Bon, comme on vient d'entendre, tout le monde s'accorde à dire justement que une des raisons principales ou raisons d'être de la SLECAV est de favoriser l'industrialisation et la transformation du continent. Et en fait, la SLECAV a justement ce grand avantage de relier les marchés. Et par exemple, juste à titre d'exemple, par exemple, de plus en plus, on constate l'apparition ou la fondation des zones économiques spéciales dans les différents pays africains, qui ont des hubs de plus en plus importants pour les investissements exogènes, mais aussi endogènes, y compris pour les investissements allemands. Et donc la SLECAV a par exemple le potentiel de relier ces zones et de rapprocher les entreprises européennes et africaines dans ces cadres, ce qui favorise évidemment des ponts industriels et technologiques. Et donc, en fait, afin de consolider ces partenariats, l'investissement qui mènerait du coup, surtout du côté allemand, du coup, à un transfert de technologie, il faut évidemment, c'est indispensable de notre point de vue que les pays africains continuent à miser sur des politiques d'industrialisation nationale pour exploiter comme je viens de dire, la fonction de catalyseur de la SLECAV. Du coup,
il y a beaucoup de partenariats qui se sont déjà mis en place entre des entreprises allemandes et des entreprises africaines. Par exemple, les Skills Partnership, c'est aussi un programme qui est soutenu par le gouvernement allemand et beaucoup de gouvernements africains. Et je pense que par l'attractivité que la SLECAF présente en reliant tous ces marchés, en fait, l'investissement devient plus attractif et par cela, je pense qu'on verra un renforcement en fait, de partenariats et par ce biais aussi un renforcement des pans technologiques et industriels qui vont se consolider et nous, on est là pour forger ce lien. Et je pense, de cette perspective, il est aussi important d'inclure par exemple tout ce qui est académia, les mondes académiques dans ce programme, dans l'implémentation de la SLECAF pour rapprocher en fait ce monde avec le monde industriel, y compris aussi les institutions internationales, également pour les financements, mais aussi surtout aussi pour tout ce qui est académique, pour justement consolider cet échange technologique. Merci Léno. Concernant les partenariats, on aura une annonce à faire à la fin de notre panel. Justement, ce partenariat qu'on va signer avec TABC, permettez-moi juste brièvement, va totalement à l'instar ou dans la logique de la SLECAF, puisqu'il s'agit d'un partenariat qu'on va lancer avec TABC, donc l'organisateur de cette conférence, afin d'institutionnaliser cela. Et d'ailleurs, justement, ça œuvre dans la direction de faire augmenter l'échange académique, industriel entre un partenaire tunisien, un partenaire allemand, visant en fait les marchés africains. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dave, vous êtes le CEO, le représentant de l'association de la AAAM. Depuis sa création en 2015, la AAAM a engagé plusieurs gouvernements africains autour de leur intérêt pour l'élaboration de nouveaux programmes de développement de la construction automobile et d'affiner ou de mettre en œuvre des politiques automobiles qui sont alignées avec la stratégie automobile continentale de la AFCFTA, dont le plan de mise en œuvre a été lancé en février 2023. Alors, quels sont les pays de la AFCFTA qui mènent le développement et la mise en œuvre de la politique automobile progressive? Is that working? Yes. Thank you for the opportunity. And maybe I want to just start by sketching the scene, because there are only 1.2 million vehicles in Africa consumed a year, new vehicles, and there are 3 to 5 million used vehicles imported onto the continent. And a high percentage of those are not safe, they're not roadworthy, and they are not emissions friendly. If you look at who has got it right, and that's the opportunity, India got it right. India has got a similar population to Africa, 1.4 billion. They have a just slightly greater GDP per capita, and yet they consume 4 million passenger and 1 million trucks a year and produce another million for export. And they did it by introducing the right industrial policy. And that's in the strategy that you referred to there. We developed a continental automotive strategy collaboration with the African Union, the AFCFTA Secretariat, UNECA, Afreximbank, and ARSO, the Standards Authority. So that is currently being implemented. And within that, it's very clear it drives scale. And that's what the AFCFTA offers, is scale. And what the gentleman here mentioned earlier is very important, that the clock started ticking on the 1st of January 2021. Yeah? So if you agree the rule at some point down the track, you've already passed those years of implementation, so it accelerates in, which is important. But if you just look at the countries that are making significant progress, and I'll start in West Africa. You know, Ghana has attracted 6 SKD plants, right, that are assembling vehicles there. They are focusing on light vehicles. The Côte d'Ivoire is going to implement a policy by the end of October, and it's focusing on commercial vehicles. And Parliament approved that policy, so you've got neighbors there complementing what each other does. And that's important, is to find complementarity, because not everyone can make vehicles. And countries, and it's contained in the strategy, is what role do you play in the value chain in Africa to get scale? So then you move to Senegal. We're engaging Senegal. We go there next week
to identify their areas of specialization. Nigeria approved an auto policy in May 2023, and it needs to be passed through National Assembly as an auto bill. So it's got to go the legal process. If I come into North Africa, Egypt is currently implementing an auto policy which is based on the architecture of the strategy, and they will be fully live by the end of July. You already have 5 assemblers that have registered with the program and more showing interest. You have Tunisia, which is extremely competent in component manufacturing and R&D and play an important role in ZECAF. And then you have Algeria, which has implemented a policy, and it did that in November 2022. And you move down to East Africa, you have Kenya that will pass its auto bill into law this year and then implement it. You have Rwanda wanting to get into the value chain, and there's a lot of activity, and they have minerals which can be used, for example, tantalum, tin, and tungsten in the automotive value chain. So a country doesn't have to make a part or a component or a vehicle. They can be involved in minerals, and I'll talk a bit about that later. And then you have Tanzania that we visited twice this year that's looking for its place in the value chain, and we're working with them. And you come down to South Africa. Clearly, Morocco and South Africa are extremely well developed and integrated and export significant volumes. But you've got countries like Namibia that's here, is looking for its role in the value chain right now, and there's lots of work being done, as are Botswana and Lesotho. So there are countries implementing, there are countries showing their interest to find a way forward in this, and it's actually happening on the continent. I was here in November 2022 at the Innovation Day, and a lot's moved on from just telling you a story about the vision for Africa. But the OEMs clearly want to manufacture a vehicle, CKD, in only one location in Africa. And you watch the vehicle manufacturers, you watch where they put their footprint across Africa, and it's already starting to evolve. And then they will manufacture there and export and import. So it's a production and trade system. And it's so important to get that right, is to set up the policy to export and import beneficially. Thank you. Thank you so much. Oui, la chaîne de valeur, c'est la question clé. Chaîne de valeur, c'est la question clé. Le développement des chaînes de valeur automobiles en Afrique nécessite une demande. Quels sont les facteurs clés sur lesquels l'accent est mis et qui permettent d'augmenter l'échelle et de localiser la demande sur le continent africain, d'après vous? So there are a number of key aspects, and I'll start off by saying the first is collaboration, and it's been mentioned earlier here. I cannot stress enough the importance of collaboration. And I want to just recognize the countries that are here from Africa that actually are developing policies, and I've spoken about them. The private sector, getting a strong private sector to work together is fundamental. So you have a strategy coming in from the top above, from the AU, and we have alignment now within private sector associations. And today we have a delegation from Kenya, private sector, as well as ministry. We have from Ghana, we have from Côte d'Ivoire, we're here in Tunisia, and we also have South Africa now, and Namibia. It's about these private sector engaging with each other and exploring these opportunities. We can create the linkages, but you really need to run with it after that. There's opportunity to help those countries that are less developed to actually bring in technical partners and drive that. The other very important element also is to look for bilateral opportunities. And I take the example of Algeria and Tunisia. They are neighbors, and I learned a bit over lunch today about it's not an FTA, but Algeria is manufacturing vehicles. Tunisia makes components. We should be trading across, and we should be in a free trade, a bilateral, ahead of the AFCFTA phase down. It's a real opportunity, and when we engage the Algerian government, we have raised it already, and we will take that further. And then there are issues like vehicle asset finance is not well developed in Africa. There are projects running with that now, and we have people here from Ghana who are dealing with a pilot project. We've got to bring affordable finance to the people. And we understand why used cars get dumped in Africa, because it's affordable. But those vehicles need to come from made in Africa. They need to come from made in Africa. We need to transition to stopping that
And we need to bring them to asset finance. And we do that with data. We need to understand the asset we've got and how we bring that into an affordable situation. Yeah. So there are a number of collaborative opportunities taking place now. And I was reminded earlier, is we're even working with the likes of the EU now. The EU is considering legislation, which is correct, is to make sure that any used vehicle exported from the EU is actually roadworthy. How can you export a vehicle that doesn't comply with your own conditions? And that's what we're trying to deal with, and we're going to engage America and the UK and Japan and try and get that legislation in. It needs to be fair playing fields. You can't profess to be climate neutral and all those issues and you dump your rubbish somewhere else. So it's that type of stuff that we are dealing with, and it's quite sensitive, so it will transition over time, to the situation where that I've articulated there. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Dave. Vous faites une belle ouverture pour faire la transition vers l'ATA, vers la Tunisie, le secteur automobile. Madame Lamia, si vous pouvez nous présenter le rôle de l'ATA dans tout ça. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et merci de votre présence. En 2 mots, en fait, le secteur industriel automobile tunisien, comme a dit notre cher collègue, a 40 ans d'existence, ou peut-être même plus. Aujourd'hui, nous représentons à peu près 280 entreprises, dont plus de 70% sont totalement à l'export, 2,4 billions d'euros d'export et à peu près 100 000 emplois directs. Donc c'est un secteur vraiment stratégique pour la Tunisie. D'ailleurs, dans la stratégie industrielle 2035, il a été cité comme étant le premier secteur industriel tunisien, de par sa valeur ajoutée, de par l'innovation qu'il apporte, de par son emploi de personnes. Et de plus, notre secteur en Tunisie a beaucoup de profondeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assure quand même une chaîne de valeur assez importante. On peut fabriquer d'un simple circuit imprimé à des cartes assemblées, à un tableau de bord, à des batteries, à des ressorts, du plastique, des câbles, des faisceaux, etc. Donc, on a une profondeur industrielle qui aujourd'hui nous valorise énormément par rapport au secteur et par rapport aux autres pays. Nous avons aussi des OEM locaux, il faut les citer quand même, comme Waliscar, etc., qui développent aujourd'hui des voitures complètes. Donc c'est quand même secteur très dynamique et sur lequel se greffent de plus en plus aujourd'hui beaucoup d'innovations. Donc on a beaucoup de plateformes de développement software qui aujourd'hui est la clé de voûte en fait, et je suis d'accord avec vous, c'est 70% de la valeur de l'automobile qui devient la clé de voûte du secteur. Donc ça c'est en 2 mots donc le secteur automobile en Tunisie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très visible. Et donc on essaie de profiter de ce genre pour faire valoir ce secteur et faire valoir, parce que c'est quand même un secteur très difficile, très concurrentiel et très, qui demande beaucoup d'expertise, d'excellence opérationnelle, de qualité, etc. Donc se hisser parmi les fournisseurs du secteur automobile, il faut vraiment rendre hommage à ce secteur. L'ATA est en fait juste la représentation de ce que je viens de dire. Donc elle représente les membres de ce secteur. Nous sommes ici pour promouvoir le secteur automobile. Nous avons d'ailleurs signé un pacte de compétitivité avec le gouvernement pour essayer de promouvoir le secteur. Le secteur privé, de son côté, a un certain nombre d'actions à faire, d'un point de vue formation, communication, d'un point de vue innovation, et le gouvernement a un certain nombre aussi d'actions en termes d'infrastructures, en termes de législation administrative, etc. Et en fait, c'est la coopération entre les deux, une sorte de PPP en fait,
qui va amener beaucoup plus d'investissements et on a réussi dans certains cas. Donc la TAA a par exemple mis en place une stratégie de communication. Je ne sais pas si vous avez vu le film promotionnel de la TAA Oui, sur, pendant le lancement, absolument. qui développe l'innovation, dont nous sommes fiers. Et nous avons aussi mis en place un incubateur pour aider les startups, etc., à développer l'innovation. Nous avons aussi mis en place un centre de formation qui est dédié pour la formation automobile. Donc voilà, c'est autant d'initiatives en fait pour faire que cet écosystème soit dynamique et c'est que cet écosystème fasse développer et l'industrie qui est déjà implémentée localement, mais aussi attire un peu plus les investissements étrangers. Merci beaucoup, Madame Lamia. Et avec tout ça, comment vous voyez le positionnement de la Tunisie effectivement sur le secteur automobile continental? Alors, la question est très pertinente en fait. Aujourd'hui, post-Covid, il y a eu une tendance en fait très claire sur une régionalisation des chaînes de valeur. Donc de plus en plus, aussi bien en Europe qu'en Afrique, qu'en Amérique, etc., ils cherchent à régionaliser leur chaîne de valeur et ne plus être exposés à un seul ou quelques fournisseurs parce qu'on a été mis à risque sur beaucoup de choses, telles que les composants électroniques par exemple, les masques, enfin, pas uniquement dans le secteur automobile, mais sur plusieurs secteurs, on a été mis à risque parce qu'il y avait une exposition très forte à certaines zones. Donc de plus en plus aujourd'hui, il y a une régionalisation de les chaînes de valeur. Ce qui vaut pour l'Europe vaut aussi pour l'Afrique encore plus. Et aujourd'hui, en fait, la Tunisie peut être un vrai driver et un vrai promoteur pour l'industrie locale africaine. Parce que comme nous avons, j'avais déjà expliqué que nous avons 40 ans d'industrie automobile, donc avec sa profondeur et sa connaissance, etc. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait habilités à vendre des composants. Donc, mon voisin tout à l'heure a parlé d'une coopération, pourquoi pas avec l'Algérie, parce que nous sommes producteurs de composants, ils sont fabricants de voitures complètes. Donc c'est ce genre d'initiative et de vraie coopération, j'appellerais inter-africaine, dans le cadre de la ZLECAf, forcément, bien sûr ça facilite, qui pourrait être vraiment un driver pour l'industrie africaine automobile. Aujourd'hui, la Tunisie bénéficie quand même d'atouts très importants. Le premier, c'est notre proximité et notre positionnement géographique entre l'Europe et l'Afrique. Ça, il faut le valoriser. Nous avons une qualité de ressources humaines pour toutes les strates des opérateurs jusqu'au management. Aujourd'hui, on a dans toutes les entreprises du management presque exclusivement tunisien, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Nous avons aujourd'hui une capacité d'innovation et de développement. On a de plus en plus des centres de développement pour l'automobile qui sont très intéressants, etc. Nous avons des pactes avec de libre-échange avec l'Europe, la ZLECAf, etc., qui facilitent énormément le développement du commerce. Donc voilà, c'est autant d'atouts qu'a le secteur automobile tunisien, qui est aujourd'hui parmi le troisième fournisseur de composants sur le continent africain. Et je pense que grâce à une vraie volonté, avec de la coopération interafricaine, etc., nous pouvons parfaitement développer des chaînes de valeur complètement régionales qui rend cette autonomie qui devient aujourd'hui très importante, mais aussi créer de la valeur, garder nos ingénieurs ici en Tunisie et dans les pays africains, là où ils trouvent aussi de l'innovation, parce que en fait c'est ce qui drive un ingénieur aussi, hein, c'est de trouver cette volonté de développement, d'innovation, etc. Et on pourrait vraiment créer une vraie richesse africaine.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Effectivement, la Tunisie est bien positionnée pour s'intégrer cette chaîne de valeur, que ce soit à l'échelle mondiale ou régionale, grâce à sa proximité de l'Europe. Aussi, la main-d'œuvre qualité, comme il vient de citer ici Lazare. Je me réfère aux chiffres de la TIA. 7000 ingénieurs entrent sur le marché du travail chaque année en Tunisie, et c'est vraiment une main-d'œuvre hautement qualifiée. Aussi l'infrastructure développée. Vraiment, nous avons pas mal d'atouts pour bien se positionner avec et dans cette chaîne de valeur à l'échelle mondiale et régionale. Avec ça, nous avons une bonne matière pour un peu ouvrir le débat et l'interaction avec l'audience. Mais oui, je commence déjà au niveau du panel avec une première interaction avec M. Lazare. Peut-être on a oublié tout le monde ici de mentionner que c'est le seul secteur au niveau des accords de la ZLECAf où le secteur privé est impliqué directement dans la fixation des règles d'origine. Et ça reflète bien la volonté des responsables africains que ce secteur sera le moteur de l'industrialisation de l'Afrique. Parce que le secteur privé, c'est lui qui est confronté à la réalité du terrain. Et c'est lui qui peut proposer des choses pratiques pour éviter le problème d'interprétation juridique, d'interprétation au niveau des douanes, tout ça. Donc, le secteur privé joue un rôle moteur pour que ce secteur puisse s'intégrer plus au niveau africain. Donc, et ça, c'est un signe que les responsables africains ont très bien reçu le message du secteur privé. Et surtout, donc, aujourd'hui, on a devant nous des associations africaines qui sont très dynamiques et c'est l'occasion de mieux se connaître et de mieux imposer leur lobbying. Tout à l'heure, on a parlé sur l'importation des voitures usagées en Afrique. Pour moi, ça, c'est un fléau. Il faut que tout le monde on doit tous ensemble faire face à ce fléau d'importer des voitures usagées en Afrique. Il faut que le parc automobile soit rénové, et ça, c'est pour le bien de l'industrie africaine. Donc, je crois que le rôle du secteur privé, le rôle des associations, comme en Tunisie, ici, on est très bien donc, développé au niveau de notre réglementation pour éviter l'importation de used cars. Mais au niveau des autres pays africains, et notamment on a le plus grand pays africain, on doit le pousser à interdire l'importation des véhicules utilisés. Intéressant aussi, Lazare. Léno? Oui, merci beaucoup. Juste rapidement, en fait, je fais totalement écho à ce que vient d'Ati et à vous, madame, également, puisque je pense que la Tunisie montre est un très bon exemple, en fait, pour le potentiel win-win, en fait, de la ZLECAf, puisque finalement, ces marchés africains sont d'intérêt à la fois pour les producteurs tunisiens qui sont déjà sur place, et les entreprises allemandes qui coopèrent dans ce partenariat avec les entreprises tunisiennes, dans ce partenariat entre les marchés européens et le marché tunisien. Et du coup, c'est un modèle win-win puisque en élargissant ce business vers d'autres marchés africains, ça fait grimper aussi le business justement dans ce modèle existant entre le secteur automobilier de la Tunisie et ceux des pays européens. Donc c'est justement un très bon potentiel pour ce partenariat déjà existant via l'implémentation de la ZLECAf. Oui, merci beaucoup, Madame la modératrice. L'importation des véhicules, c'est vraiment un fléau. Un fléau. Si tous les États pouvaient vraiment s'engager pour lutter contre ce fléau, je crois que ce serait intéressant. Dans mon pays, le Togo, nous avons accordé des incitations pour ceux qui importent les véhicules neufs. Les véhicules neufs, eux, c'est 0% de droit de douane. Ça, c'est juste pour inciter les gens à importer des voitures neuves. Alors, donc, si dans les autres États aussi, ça pouvait aussi être le cas, ou bien trouver d'autres mécanismes pour inciter les gens à importer les voitures neuves, je crois que ce serait bien. Le Togo est déjà parti dans ce sens. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Dave. Je pense que ça a été évoqué dans la stratégie automobile ou sur son plan d'action, ce point que les intervenants viennent de les discuter.
Vas-y. I just want to add that ZLECAf offers a real scale opportunity for the value chain development. Today, just consider Africa manufacturing 5 million vehicles and consuming that. Africa's never been good at manufacturing the powertrain, the engine, the drivetrain. And I know the technologies are moving on and we're powertrain neutral, but we need to move to less carbon emissions. I think with that sort of scale, you could see Africa becoming very good at making the powertrain. Yeah, so it really is, it's a game changer to get into the value chain and watch what the OEMs are doing. Yeah, before, I really want to just say, I want to congratulate and thank TAA and the GIZ for making this happen from an automotive perspective and bringing in the associations. And I also want to thank our partner, the German Automotive Association, the VDA. We've been involved in a project in Africa for the last few years, and the project will continue. So it really is, it's wonderful collaboration, and thank you. Thank you. Je pense qu'il est temps d'ouvrir l'interaction avec la salle. Nous avons à peu près 20 minutes pour cela. Je vous prie de bien vouloir vous présenter, nom, prénom et votre organisme avant de poser vos questions ou vos remarques. Pour le régie, je vous prie, est-ce qu'il y a une assistance pour faire circuler le micro, s'il vous plaît? Une première question par ici. C'est dans la salle, s'il vous plaît. C'est dans la salle. Oui. Des commentaires, des questions, des propositions? On a deux par ici, s'il vous plaît. Ok. Alors, merci. Loïc Oyono, de l'incubateur Koufania. J'ai une toute petite question pour M. Banoun. Pardon, votre nom, prénom? Loïc Oyono, de l'incubateur Koufania. C'est un incubateur qui aide à l'internationalisation des startups tunisiennes vers les marchés d'Afrique francophone. Ma question est pour M. Banoun. Tout à l'heure, avec M. Bachassi, il était en train justement d'énumérer à quel point ça a l'air facile, ça a l'air évident, tout le processus pour faciliter la zone de libre-échange, justement. Et ma question, c'est vous, en tant que coordonnateur, elle est simple, ma question, je pense. Qu'est-ce qui bloque au final? Pourquoi est-ce qu'à l'aube de cette Union africaine qui est en train de prôner la facilité de la zone de libre-échange, on a l'impression qu'il s'agit d'une chimère au final? Peut-être ça change. On parle là de 80 destinations qu'il y a eu partant de la Tunisie avec des facilités, je pensais parler de 1,3 à 15%, je pense, des droits de douane. Mais on a l'impression qu'il y a toujours un souci. Alors vous, en tant que coordonnateur, c'est la question que je vous pose. Concrètement, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi les pays ne suivent pas le pas? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Qu'est-ce qui bloque? Tout d'abord, il y a des barrières psychologiques. Il faut pas. On a des opérateurs économiques depuis les années 50, les années 60. Ils font le commerce vertical, c'est-à-dire le nord vers le sud. C'est-à-dire tous nos opérateurs économiques font du commerce essentiellement avec l'Europe. Ça commence bien sûr avec la Chine, avec l'Inde, avec les États-Unis. Entre les Européens, on n'a pas cette habitude. Maintenant, par exemple, au niveau du comité national, et ça le mot d'ordre, et Mme Amel l'a très bien mentionné, l'Afrique pour nous, ce n'est pas un marché. L'Afrique pour nous, c'est un partenaire. Et on est en train de pousser nos industriels tunisiens à s'approvisionner de l'Afrique. Qu'est-ce qui bloque? Autre chose. Tout ce qui est logistique. On a un surcoût logistique en moyenne de 40% et plus. S'approvisionner de l'Afrique pour un industriel tunisien, c'est avoir une chaîne de valeur qui va prendre beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent. Donc on a un problème logistique très contraignant pour le continent. C'est pour cela que la Tunisie est un des premiers supporters de l'initiative du secrétariat de l'Union africaine du corridor. Donc passer par terre pour faire du commerce
en Afrique, c'est nettement plus facile que passer par mer pour la Tunisie, par exemple. Pour la Tunisie, exporter vers le Cameroun, c'est passer par un ou deux ports européens. Donc c'est anti-économique. Qu'est-ce qui bloque encore? C'est en Afrique, on a un problème majeur, c'est que les zones les plus vulnérables en Afrique, ce sont les zones frontalières. Ce sont des zones de non-droit, ce sont des zones où il y a de contrebande, même il y a des mafias, il faut le dire. Donc ce sont des zones qui bloquent le commerce intra-africain. Et même il y a des zones de perturbation sécuritaire, il y a des guerres. Qu'est-ce qui bloque encore? C'est l'instabilité politique de quelques pays. Qu'est-ce qui bloque encore? Il n'y a plus quelque chose qui bloque. Mais l'avenir sera meilleur, j'en suis persuadé. Mais là, peut-être je rajoute quelque chose. Est-ce que vous y croyez quand vous dites qu'avec la ZLECAf, justement, on peut parvenir, comme la Chine l'a fait avec les Européens? Oui, on peut parvenir tout d'abord parce qu'on est une nouvelle génération de décideurs en Afrique qui sont persuadés que le continent il doit jouer un rôle majeur dans l'économie mondiale. On est le continent le plus jeune dans le monde, donc on a des sortants d'université, on a un potentiel d'ingénieurs dans tous les pays africains qui sont capables de changer la donne de l'industrialisation de l'Afrique, parce que tout passe par l'industrialisation. Si on ne fait pas d'industrialisation, on ne peut pas transformer nos ressources naturelles. Si on ne fait pas l'industrialisation, on ne peut pas créer la richesse. On ne peut pas donner de l'espoir aux jeunes pour rester chez eux, pour créer des emplois. Donc, la transformation de ressources naturelles, parce qu'on est le continent le plus riche en ressources naturelles, donc on ne peut pas créer la valeur. Donc, comment on va transformer? Je vais prendre une filière que la Tunisie était un des champions dans la région méditerranéenne, à savoir l'industrie des cuirs et chaussures. L'Afrique, c'est pratiquement le premier producteur au monde des cuirs. Mais la Tunisie, aucun industriel tunisien ne s'approvisionne pas de l'Afrique. Avec la notion de cumul d'origine, on pourrait importer facilement de l'Afrique avec une qualité meilleure qu'aujourd'hui, et on pourrait bien sûr redémarrer cette industrie de nouveau. On a toute une région en Tunisie, comme vous le savez, qui a bien sûr fondé sa richesse sur l'industrie des cuirs et chaussures. Mais maintenant, cette région, beaucoup d'industriels qui sont sinistrés par cette ouverture et surtout par l'invasion de produits en dehors de la Tunisie. Donc maintenant, on a cette chance, on a un savoir-faire ancestral de l'industrie cuir et chaussures, en s'approvisionnant de l'Éthiopie, de la Tanzanie, du Soudan, on peut redevenir une capitale de l'industrie cuir et chaussures à l'instar de nos voisins italiens. Ça, c'est un exemple. On peut prendre plusieurs filières, on peut donc développer ces chaînes de valeur dans plusieurs filières entre la Tunisie et l'Afrique. Mais je répète encore une fois, pour nous, la Tunisie, jusqu'à maintenant, mon collègue m'a posé la question hier, est-ce qu'il y a des importations de la Tunisie du Togo? Moi, personnellement, j'attends jusqu'à maintenant. Et je suis en train de pousser nos opérateurs économiques à s'approvisionner de l'Afrique. C'est ça le mot d'ordre. L'Afrique, ce n'est pas un marché, c'est notre partenaire et on est dedans. Et on doit s'approvisionner. Merci Silazar. Avec les 80 exportations ZLECAf, on est toujours en attente d'avoir la première importation ZLECAf ici en Tunisie. Deuxième question, c'était sur la même table, si je ne me trompe pas. Au cas où moi je pourrais poser une question à M. Bachassi, s'il me le permet. Donc en fait, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'incitation à l'importation également des entreprises togolaises. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour la pertinence de votre question. Je parlais de l'incitation à l'importation des voitures neuves au niveau de notre pays. Notre pays s'est lancé dans cette bataille contre les voitures usagées
qui, vous connaissez bien, polluent l'environnement et autres, vous-même vous le savez, et pour inciter les gens à importer les voitures neuves, le gouvernement a décidé d'abattre les droits de douane. Et juste aussi pour permettre à notre secteur privé qui évolue dans le transport de renouveler son parc. Donc, l'abattement des droits de douane sur les voitures neuves permet aussi de renouveler les parcs pour pouvoir assurer. Vous savez que la plupart des marchandises qui vont vers les pays de l'Interland passent par notre port. Donc, arrivé au port, il faut des véhicules, des camions pour transporter ces marchandises vers le Burkina, le Niger ou le Mali. Alors, si on arrive à renouveler le parc automobile, je crois que ça permet aussi de transporter les marchandises en toute sécurité. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. En fait, vous êtes trop loin. J'étais bien avant. Vous étiez en train de parler de l'incitation à l'importation de vos entreprises togolaises pour faire la promotion de la zone de libre-échange. Oui. Est-ce que ça ne crée pas un contraste avec votre volonté à vous également de faire exporter ces fameuses entreprises? Non, je crois qu'il n'y a pas de contraste. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas seulement l'exportation qui va faire que nous puissions réussir la ZLECAf. Il y a aussi l'importation. Alors, en important, nos opérateurs économiques vont bénéficier de l'abattage des droits de douane. Donc, la réduction des droits de douane va permettre à nos opérateurs d'importer. Et maintenant, sur le plan local, les consommateurs auront à bénéficier de la réduction des prix. Vous n'êtes pas sans savoir que l'opérateur économique, lorsqu'il importe avec des droits de douane élevés, il va répercuter ces droits de douane sur le prix de la marchandise. Mais lorsque les droits de douane sont réduits, ça veut dire que le prix aussi va chuter et c'est le consommateur qui bénéficie. Donc, la réussite de la ZLECAf, ce n'est pas seulement dans le sens des exportations, c'est aussi dans le sens des importations. Merci. Ça ira. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Si vous permettez de l'assistance pour faire circuler le micro, on a une demande sur cette table. Oui. Merci beaucoup. Aram Belhaj, économiste. D'abord, merci pour les panélistes, pour la qualité de leur intervention. J'ai deux petites questions. Peut-être une pour Silazha et la deuxième pour Madame Board, membre de l'association. En fait, ça se voit que la ZLECAf, c'est un projet très, très ambitieux. Mais en même temps, il y a les concessionnaires automobiles, non pas seulement en Tunisie, mais un peu partout en Afrique. Donc, il faut s'attendre à une résistance au changement. Qu'est-ce que vous avez préparé par rapport à ça? Alors, pour Madame, en fait, le marché de l'électrique, il est en train de se développer. Au moins à l'Occident, quoi. Mais on y arrivera en Afrique. Donc, dans le cadre de vos stratégies, est-ce que vous êtes en train de tenir compte de cet aspect, en fait, le développement du marché de l'électrique? Et merci. Merci. Je commence par Silazhar. Pour les concessionnaires automobiles, on voit maintenant le comportement des grandes marques, notamment européennes et japonaises, surtout dans les grands marchés africains, sont en train de monter en partenariat avec le secteur privé et local dans plusieurs pays des unités de montage. Parce que, étant donné, comme a dit donc Madame Forati, qu'il y a un changement au niveau des chaînes d'approvisionnement mondiales, et plusieurs grandes marques essaient de trouver des solutions, notamment dans les grands marchés. La Tunisie, malheureusement, on n'est pas un grand marché en termes de nombre, mais on est un grand marché au niveau de l'exportation, parce qu'on exporte. Donc maintenant, les concessionnaires
locaux qui représentent des marques internationales, il y a deux types. Donc il y a des gens, des concessionnaires qui voulaient vraiment s'intégrer et faire profiter le secteur privé des composants automobiles pour approvisionner les maisons mères. Il y a d'autres, ils sont une minorité, qui essaient seulement de vendre des produits finis. Le problème des concessionnaires en Afrique, comme j'ai dit pas mal de fois, ils sont concurrencés par une concurrence déloyale qui est composée de deux facteurs, qui est le facteur des voitures utilisées ou used car et de tout ce qui est l'importation des Africains qui travaillent notamment en Europe et à l'étranger, la fameuse FCR. Ça, c'est une concurrence qui n'est pas favorable, il faut le dire, pour les concessionnaires. S'ils veulent donc monter dans les chaînes de valeur et contribuer à l'industrialisation de leur pays, ces concessionnaires, ils doivent s'intégrer, ils doivent pousser les maisons mères à investir dans les pays là où ils opèrent pour créer de la valeur et pour monter dans la chaîne de valeur. Sinon, je crois que la concession traditionnelle, les revendeurs sont appelés à disparaître en Afrique, vu les deux facteurs qui sont entre deux facteurs. Le facteur qu'il y a beaucoup de marques qui s'installent pour créer, pour monter, et il y a bien sûr la concurrence déloyale qui persiste malheureusement. Alors, pour la voiture électrique, la réponse est simple, on y est déjà en fait. Tout le secteur est déjà fournisseur, comme nous sommes fournisseurs en fait des grandes plateformes comme Mercedes, BM, Renault, Stellantis, etc. Donc de facto, nous sommes déjà dans la voiture électrique. Et dans notre secteur en fait, en Tunisie, nous n'avons pas une grande composante où il y a les moteurs thermiques. Donc on est sur beaucoup de choses dans l'automobile, moins dans le moteur thermique. Donc en fait, on suit le développement des voitures électriques et on est déjà fournisseur sur beaucoup de nos composants, etc., dans la voiture électrique. Alors, peut-être une dernière intervention de la salle. Oui, s'il vous plaît. Et on arrive presque à la fin de notre panel. Thank you. I have a question for Mr. Dave. Besma Krayem, IBK International Business Consulting. Mr. Dave, you spoke about the cars coming from Europe, old cars, and how this is polluting Africa, and why we have to sustain that. And I was doing some research because it's a big problem. The question is, why are we not doing anything against it? What is Africa doing against that? And the only thing I found, like some minor initiatives here and there, and then I found that the African Union, I think it's in plans, Agenda 2063, is planning to reduce that. Do we have to wait that long? Is there anything else being done? Thank you. So I think that doesn't help. I think the big challenge is the political willingness to deal with this, okay? Because it's big business. If you look at Nigeria sells 20,000 new vehicles a year maximum and imports 700,000 used cars. That's extreme case. And one needs to transition away from that. That's the one element of bringing it down. So we want to encourage foreign countries to export what they would put on their roads. That's a very good start. Then national policies and the continental strategy will deal with the age over time. That's key. So it's a big business, and there's some crazy issues that take place around it, and that's a big. And if you go look at why is it happening? So the average age of a vehicle coming from Europe into Africa is 17 years old. Okay, and safety is compromised in many situations in that. It's a lot more affordable to sell it into Africa than it is to recycle it. Okay, and we should be recycling the vehicle, and I think you will see more recycling with battery electric vehicles in the future to retain the critical minerals. So it's a complex issue. I guess it's a commercial issue, number one. Number two, we need to get the regulations right to limit that in terms of the condition, and then we need to deal with the age in Africa itself. Thank you.
Merci beaucoup. Je pense qu'avec ça, on est arrivé à la fin de notre panel. À mon niveau et de mon côté, je vous remercie toutes et tous, chers panélistes. Merci pour vos interventions, pour votre engagement et pour votre temps. Merci également à la délégation Togo qui est présente dans la salle, l'invité d'honneur du ministère du Commerce pour cette semaine. Je remercie également la TAA d'avoir existé déjà. C'est vraiment un organisme très honorable pour la Tunisie et pour le secteur automobile. Merci également d'avoir accueilli 2 délégations de Kenya, Ghana et les représentants de Triple AM. Et cerise sur le gâteau, on va maintenant inviter Enis Jeziri, représentant TABC, pour la signature de partenariat entre l'African Varine et TABC. Enis? Oui, il est là. Voilà. Je vous prie de nous joindre sur scène. Et nous allons faire la signature. Oui. Votre place est déjà là. Très bien, très heureux et aussi très honoré de signer cet nouveau accord de partenariat avec quand même une institution de grande envergure, Africa Varine. Peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Africa Varine. Africa Varine, c'est à peu près TABC en Allemagne. C'est ça, hein, Lino. Donc c'est vraiment une très grande organisation qui œuvre pour accompagner les opérateurs économiques allemands en Afrique. Et cet accord de partenariat va permettre de développer surtout cette triangulation que nous sommes en train de travailler depuis le départ de FITA, Allemagne, Tunisie, Afrique, certes dans AMEL, surtout dans ce secteur des composants automobiles, mais aussi sur l'ensemble des autres secteurs. L'Allemagne dispose d'une technologie très très avancée et nous souhaitons, nous, en tant que Tunisiens, profiter de cette technologie pour y aller ensemble en Afrique. Le sujet de cette année, c'est l'industrialisation du continent et il faut que l'Allemagne et la Tunisie jouent un rôle de premier plan dans ce sens-là. Il y en a beaucoup aussi de sociétés allemandes qui sont installées en Tunisie. Et il est temps de bien promouvoir la Tunisie en Allemagne et pour leur dire qu'il faut accentuer leur investissement en Tunisie tenant compte de la ZLECAf et de Comesa. Et dans ce cadre, et dans le cadre de cet accord-là aussi, nous allons organiser une mission en Allemagne en partenariat avec Africa Varine, GIZ et la fondation Hans Siedel, peut-être en octobre, je pense en marge d'un forum d'investissement en novembre. En novembre, exactement. Donc, vous êtes ceux qui sont intéressés par cette triangulation Allemagne, Tunisie, Afrique. Sachez qu'on va organiser cette mission en Allemagne. Vous pouvez participer avec nous. Merci, Lino. Merci à toi, cher Anis. Et je fais totalement écho à ce que tu viens de dire. Il faut juste, je peux juste réitérer en fait ce que tu viens de dire. Finalement, entreprise allemande qui est en partenariat ou qui développe un projet avec une entreprise tunisienne pour viser un marché africain, ça va totalement dans la logique finalement de l'implémentation de la SLECAF. Donc au nom de mon directeur général, M. Kangisser, en tant que représentant de l'Africa Fine, on se félicite de ce partenariat et je pense que c'est une très belle étape. Je pense que c'est juste un début pour un rapprochement entre nos deux institutions, entre nos deux pays, dans le cadre de l'intégration finalement africaine. Et je pense que c'est un très bon projet, un très bon partenariat. Et on est particulièrement fiers de le faire avec TABC en tant que partenaire privilégié pour Africa Fine en Tunisie. Voilà, on passe à l'action.
Bravo et félicitations pour ce magnifique panel. Je pense que tout le monde a été impressionné par la qualité des présentations qui ont été faites. Enis, il ne faut pas partir. Enis, il ne faut pas partir, tu vas signer l'autre. Attends, c'est là. Après, Yes, I want to. Très bien. Ok, je vais l'annoncer. Ils ne sont pas là? Merci. Alors, il y aura une autre signature tout de suite dans notre événement, dans notre MOU, entre le cabinet Agora Advisory et la TABC, afin de faire la promotion de la plateforme africanexport.com. C'est une plateforme qui a été lancée par le cabinet Agora Advisory. Donc, ça va se faire tout de suite, dès que les deux parties sont dans la salle. Et je vous informe que vous pourrez partir aussi prendre votre pause café pour revenir dans la salle et continuer à 16h30 pour la suite des panels. Ok, vous vous installez. Donc le MOU va être signé entre M. Rasim Ben Rachem, président de African Export, et M. Enis Jaziri, président de la TABC. Ah, il arrive. Ah, il reste, mais. Rassim, marhaba. Donc, Rassim, s'il vous plaît, si vous pouvez introduire un petit peu cette MOU, votre événement, ainsi de suite. C'est Anis, merci beaucoup. Bravo pour cette excellente organisation. Le FITA devient incontournable sur le continent africain. On est partenaires et collègues. Nous sommes organisateurs du Algeria Investment Conference et nous sommes ravis depuis maintenant 4 ans d'être toujours présents. Le FITA devient un carrefour et ce carrefour nécessite une visibilité à l'année. Et c'est pour cela qu'on a lancé la plateforme africanexport.com.
Donc c'est une plateforme de visibilité des producteurs de biens et de services sur le continent africain. On a souvent dit que le produit africain n'est pas connu. Il n'est pas connu parce qu'on n'a pas de visibilité. Et donc le but aujourd'hui, c'est de signer une convention entre le Tunisia Africa Business Council et le africanexport.com. Ça permettrait aujourd'hui de collaborer à pousser à ce que le produit africain puisse avoir de la visibilité et soit connu à l'international. Donc on est là, on essaye de faire en sorte que le programme de la ZLECAf puisse être mis en exergue, mis opérationnellement sur le terrain, et il a besoin de support de visibilité. Et la African Export est là. On est présent avec un stand et on sera toujours présent aux côtés du TABC et du FITA. Très bien, merci Rassim. Rassim aussi, il est le président d'un très grand forum, c'est Algeria Investment Conference, le AIC, cette année qui aura lieu en novembre. Et comme bien sûr nos amis algériens nous ont visité à FITA, bien sûr notre responsabilité de mener une délégation tunisienne, Inch'Allah, pour AIC, c'est aussi dans le cadre de notre accord. Voilà, merci. On passe à l'action. Donc je rappelle que ce MOU, c'est pour booster le commerce électronique sur le marché africain. Voilà. Et c'est le fruit donc, de la collaboration entre TABC et la plateforme exportafrica.com. Très bien. Excellent. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Très bien. Allez, très bien. Merci à vous. Merci Rassim. Rassim. Mabrouk. Donc vous êtes tous invités pour la pause café actuellement et on revient dans la salle à 16h30, cette salle pour le financement de l'industrie africaine. OK ? Merci.